là, ce dont je vais parler aujourd'hui, quand Graven il m'a contacté, le truc qui était évident pour moi de parler, c'est que en fait, je rebondis sur ce qu'il a dit Honoré hier pour ceux qui ont suivi, c'est que les petites structures sont super bien pour commencer avec des contacts qui permettent, des contacts rapprochés avec les gens qui permettent de comment dire, de progresser rapidement et de conserver un côté humain. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de cheminer vers l'autonomie, parce que moi, on va le voir, je sors d'une formation accélérée. Et donc, je pense que voilà, c'est un devoir pour moi de transmettre cette expérience. À partir du moment où je suis passé dans l'embouteillage des juniors, que j'ai passé cet embouteillage, je pense que voilà, c'est un devoir de ma part de faire ce retour d'expérience. C'est ce que je vais essayer de faire là. Alors, avant de commencer, une expérience, c'est personnel. Il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord avec ce que je dis. Et j'invite vraiment à l'échange, parce que je pense que les retours d'expérience, c'est ce qui fait que en fait, on se sent moins seul et ça fait un peu avancer tout le monde. Alors d'abord, qui je suis? Bah, moi, au niveau du boulot, bon, c'est écrit, hein, j'ai fait un bootcamp en 2017, donc ça fait 3 ans que je travaille là-dedans. J'ai évolué beaucoup dans les petites boîtes, TPE, PME, et j'ai fait du développement. Donc sur 3 langages principaux. Alors ça, moi, à mon avis, je pense qu'il faut avoir 3 langages sur lesquels il faut développer une expertise, pas plus, parce que sinon après on s'éparpille trop. Et forcément, bah, j'ai choisi les langages les mieux payés. Ça peut être un, ça peut être deux. J'en ai choisi 3 parce que je les utilisais et c'était les langages les plus en vue. Et donc je fais ça sur un environnement très système et réseau. Je travaille très proche avec des équipes pluridisciplinaires très proches des composants de l'IoT, tout ça pour ceux qui connaissent. Donc je travaille sur l'environnement Linux et je fais aussi des trams télécom, etc. Ça c'est pour le boulot et pour le kiff, ben pour entretenir mon kiff, qui est, je pense, quelque chose d'important. Je fais de la formation, du mentorat, bon, avec Open Classroom pour ceux qui connaissent, et j'essaie de faire des contrats de prendre des contrats en fait qui me plaisent au moins. Le boulot me permet d'avoir une certaine stabilité qui fait que en tant que freelance, ben voilà, j'essaie d'accompagner des startups dans la réalisation de projets et je fais des petits projets à côté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, comment je suis arrivé au code, j'avais des grandes idées. Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir, hein. C'est que, en fait, moi, j'avais des grandes idées et c'était pour moi quelque chose de fou, le code. Il faut savoir qu'avant 2017, je savais même pas, c'est-à-dire que il y a 3 ans, je savais même pas ce que c'était qu'une base de données. J'ai vraiment pris à partir de zéro le train en marche. Et pour moi, en fait, c'était quelque chose d'inaccessible. Et j'avais plein de paillettes plein les yeux. Et je me disais, voilà, je vais comprendre le monde numérique qui m'entoure. Je vais pouvoir ne plus être comme les gens qui se plaignent et qui comprennent pas le numérique et tout. Puis je voyais bien que, voilà, comme le prouve le salon, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, ben, les gens qui sont dans le numérique, ils arrivent à innover, ils arrivent donc à être proactifs, à aider les autres, à créer des communautés et au final à impacter et à changer le monde. Donc moi, la première chose qu'on m'a demandé quand je suis arrivé en formation, c'est pourquoi tu fais cette formation. Ouais, je vois quel bootcamp j'étais à l'AFPA, pour ceux que ça intéresse. Et qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai dit, bah, je veux changer le monde. Je suis arrivé avec des grandes idées comme ça. Bon, j'ai compris après que ça passait par se changer soi-même. Mais en fait, voilà, j'avais plein de paillettes et d'étoiles dans les yeux et je me suis retrouvé face au monde professionnel. Et je pense que ça, je suis pas le seul à l'avoir vécu et je pense que beaucoup le vivent. C'est que quand tu es dans ton bootcamp, eh ben, on te dit, voilà, tu vas avoir des choix qui s'offrent à toi. Le premier choix, c'est le choix que veulent tes parents, que veulent les gens qui sont dans les écoles, parce que eux, ils ont fait un parcours académique, donc pour eux, c'est la voie normale, ils voient pas autre chose. Et en gros, ils veulent te construire une carrière, et si tu vas être carriériste, en fait, on va te pousser vers les ESN. Pour les ESN, j'ai mis un peu les avantages, les inconvénients. Bon, c'est une organisation qui est très présente, mais qui est rigide, donc avec beaucoup de protocoles, de paperasse, etc. Moi, je trouvais ça mortifère. Après, je le dis encore, ça n'engage que moi. Et donc, moi, je me sentais, voilà, j'ai mis le mot étouffement, je voyais ça un peu comme ça. On étouffait certaines voilà, toi, t'arrives, t'as envie de faire des choses, et je trouvais que c'était un peu étouffant d'être dans un milieu comme ça. Et en face, j'avais les startups. Alors, il y a une photo que j'ai mise, je crois, je l'ai mise, ouais, qui représente un peu
programmer dans une entreprise, voilà, c'est les légions romaines, et programmer en start-up, c'est un peu à l'arrache. Donc en fait, pour les startups, il y a beaucoup d'opposition aux ESN, se construisent beaucoup par opposition aux ESN, elles sont jeunes, il y a beaucoup moins d'organisation, c'est plus laxiste, mais forcément, il y a une certaine, salut Pierre, il y a une certaine instabilité financière et organisationnelle qui peut peser pour des gens qui soit sont d'un certain âge, soit ont un certain équilibre, un choix de vie qui correspond pas forcément à ça. Et en fait, moi, j'ai trouvé une voie dont on parle peu. Et je trouve qu'il fallait rendre à César ce qui est à César et qu'il fallait parler des boîtes qui cumulent un peu les deux avantages. C'est les TPE, les PME. Et les TPE, PME, en fait, c'est une voie médiane. Parce qu'en fait, c'est des boîtes qui existent depuis longtemps. Moi, je suis dans une PME à l'heure actuelle. Elle existe depuis 98. Donc voilà, c'est pas nouveau. C'est des boîtes, c'est des boîtes qui sont là depuis un moment. Et il y a la proximité humaine, il y a le fait de travailler avec des petites équipes proches des décisionnaires, etc. Avoir un certain impact et avoir aussi cette stabilité financière et les avantages. Quand je dis les avantages, c'est tous les avantages. Certains des avantages que tu peux retrouver dans une grande boîte comme les paniers repas, les tickets resto, les trucs comme ça. Et bon, les 13e mois et j'en passe. Donc en fait, voilà, il y a 6 points un peu sur lesquels je voulais passer. C'est que dans ces structures, en fait, tu vas avoir le côté humain. Et donc, tu vas avoir une prise en considération un peu accrue de ta personne. Et comme j'en ai déjà parlé, la proximité avec les décisionnels, quand tu as des décisions à prendre, c'est le bureau d'à côté. Tu peux vraiment, je trouve que tu te sens beaucoup plus impactant dans ce genre de structure. Les salaires, c'est aussi un bon point parce que ces structures-là attirent, justement, comme elles sont moins sexy, elles sont moins présentées comme sexy par les bootcamps et les formations, qui parlent que de SN ou de start-up, et ben en fait, elles sont un peu dans une position où elles doivent attirer les talents et elles ont du mal à recruter, et je pense que c'est une opportunité pour les développeurs. Les avantages, on en a parlé, et donc j'ai trouvé ça personnellement épanouissant, et donc c'est pour ça que je voulais faire un retour d'expérience, parce que je trouve que voilà, c'est comme ça qu'on avance quand on fait des retours entre nous et quand on partage des expériences. Donc au final, j'ai gagné des compétences transverses, pas mal de compétences qui sont pas forcément des compétences de la programmation. Moi, je suis quelqu'un qui vient, qui a fait beaucoup de choses avant. J'ai fait des langues étrangères pour mes études, j'ai fait du commerce pour le boulot, et j'ai fait cette reconversion après. Et j'ai toujours été attiré par, en fait, ce qui m'a toujours donné, qui a fait que j'ai toujours eu l'envie et que j'ai pu conserver cette envie, et ben ça a été justement d'avoir un peu cette position entrepreneuriale, de proposer, etc. Et en fait, j'ai tellement rencontré de développeurs qui s'enfermaient dans leur techno, dans leur exécution, et qui étaient plus après dans cette posture dans laquelle ils allaient pouvoir synthétiser beaucoup de choses, comprendre vraiment les besoins, répondre aux besoins. Et je les ai tellement vus vouloir s'éloigner de ça en faisant uniquement en répondant à leurs tests, en fait, en s'enfermant dans leurs tests, que voilà, moi, ça m'a un peu désolé. Et donc, c'est ce qui a fait que par la force des choses, voilà, j'ai opté pour ça. Et donc, en fait, je trouve que ça amène une certaine polyvalence avec une présence très proche du terrain. C'est pas, en fait, on va pas avoir des N plus N plus 2, des commerciaux, des choses comme ça qui vont nous ramener les cahiers des charges, etc. C'est même à nous d'établir le cahier des charges. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agile que ça. Et en plus de ça, ça reste quand même des structures dans lesquelles les choses sont carrées et sont en place. Et donc, ça mène à quoi? Ça mène à beaucoup d'autonomie et à un développement, je trouve, d'une posture professionnelle un peu plus complète. Donc voilà, par exemple, je prends mon exemple parce que c'est le seul que j'ai sous la main. Moi, par exemple, en 3 années, j'ai fait pas mal de choses et avec des prises de décision que j'aurais pas forcément eu dans d'autres boîtes et avec des moyens c'est-à-dire quand je dis dans d'autres boîtes, c'est plutôt dans les ESN, et avec des moyens que j'aurais pas forcément eu dans des boîtes plus petites. Donc, par exemple, voilà, j'ai intervenu sur de l'IoT. Là, je passe rapidement, mais voilà, j'ai fait de l'IoT, de l'administration système, et j'ai géré des grosses données
qui s'apparente à du big data, de la conception du développement, ça après c'est mon cœur de métier, et j'ai dû faire de la gestion, et, euh, et donc sur des projets de A à Z. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui dans le monde de l'industrie des petits bébés que c'est moi qui ai développé, de A à Z. Après, ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients, parce que si ça marche pas, c'est de la faute de personne d'autre. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu avantage pour l'autonomie si tu aimes entreprendre sans risque, parce que tu as cette histoire d'emploi stable. Je trouve que ta progression, elle est exponentielle, parce que comme tu es un peu livré à toi-même, eh ben, tu dois te débrouiller tout seul. Après, j'insiste sur le fait que c'est pas facile. Ce métier-là, il est pas facile. Ben, faut se donner les moyens. Mais ça t'incite à avoir cette posture toujours de proactive, donc de toujours aller chercher, de toujours aller chercher des nouveaux trucs, les mettre en place, les tester, etc. Tu vas développer beaucoup de compétences transverses et tu vas participer à une aventure. Et ça, pour moi, c'est vraiment un kiff. Et je pense que c'est ça qui me motive, moi, personnellement. Ensuite, il y a des inconvénients, par contre, dans ce genre de boîte, c'est pour la carrière, ben, tu ne construis pas une carrière avec des postes, avec des... c'est pas le même cadre, par exemple, que dans une ESN. Il y a aussi le fait que bah, l'autonomie amène la solitude. L'organisation, elle est certes plus présente que dans une startup, mais il faut que toi, tu l'impactes aussi. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Tu dois être partout et ça engendre pas mal de stress. Il faut que tu apprennes à gérer ton stress aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis que tu te construis aussi humainement énormément. Et je dirais le gros bémol, l'un des gros bémols qui fait que c'est parfois compliqué pour moi, c'est qu'en fait, les technos, bah, en fait, c'est celles que tu vas plutôt, toi, mettre en place. Donc, tu vas rester sur des technos qui ne sont pas des technos d'envergure. Par exemple, tu vas pas faire de Kubernetes dans les PME ou rarement. Donc, c'est des choses que tu vas devoir faire à côté. Et bah, tu prends part à des plus gros projets à côté si tu veux pour monter en compétences, etc. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire moi en faisant des trucs à mon compte. Mais voilà, il y a cet inconvénient-là qu'il faut prendre en compte. Et donc voilà, pour essayer d'aller vite, je vais essayer d'aller vite. Il y a des choses que j'aimerais en bref, sur lesquelles j'aimerais revenir dans ce retour d'expérience, c'est que il y a des mythes qu'il faut casser. Comme par exemple le fait que la technique fait tout pour un profil junior et il y a que ça qui fait la différence. Et ça, je suis pas du tout d'accord. Parce que quand tu sors d'un bootcamp, tout le monde parle du syndrome de l'imposteur. Je pense que quand tu sors d'un bootcamp, c'est pas qu'il y a un syndrome, c'est que tu es plus ou moins un imposteur. Parce que tu as fait 6 mois, les autres, ils ont fait 5 ans. Et tu peux pas rivaliser avec ça. Tu peux rivaliser, comme on va le voir après, avec le temps, mais au début, tu peux pas rivaliser quand tu sors de là. Donc, ce qui va faire la différence, c'est pas ta technique. Tu vas perdre à tous les coups. Donc, ce qui va faire ta différence, c'est justement tes compétences annexes. Et en fait, ces compétences de posture, de professionnel, de comment tu vas parler, etc., tu vas devoir les travailler au fur et à mesure des entretiens, en suivant des cours, voilà, après il faut se former, etc., il faut toujours se former. Et il va falloir que tu trouves un peu où est-ce que tu te sens le plus à l'aise. Donc trouver ta voie, où est-ce que tu t'épanouis. Et pas essayer de correspondre à quelque chose. Ça, c'est super important. Et donc je répète, ce métier demande beaucoup de travail et reste très difficile, surtout après un bootcamp. Il y a une mode des bootcamps, d'ailleurs moi j'ai été dedans, hein, donc je sais de quoi je parle. Il y a eu une mode des bootcamps et à la sortie du bootcamp, c'est pas facile. Il faut vraiment se démarquer. Et se démarquer, ça passe pas que par le technique, ça passe vraiment par toute une posture professionnelle, comprendre des codes, etc. Donc voilà, mais c'est pas le but de l'intervention, mais je voulais vraiment en parler, de dire que la technique ne fait pas tout. Ensuite, il y a une chose qui est importante aussi, c'est optimiser son temps. Le temps, en fait, c'est le seul effet de levier que tu as quand tu sors d'un bootcamp. La seule différence entre toi et un mec qui a fait 5 ans, c'est que en fait, lui, il a gagné du temps. Donc il faut que tu rattrapes ce temps. Parce que forcément, au bout de 5 ans, lui, souvent, ce qu'on voit, c'est que bah, il va un peu se reposer sur ses acquis, il va se reposer de ces 5 années qui ont été très dures. Ben, toi, à ce moment-là, tu dois cravacher de manière double, quoi, pour essayer de réduire cet écart. Parce qu'il existe un écart, faut pas se voiler la face. Et la beauté du job, c'est qu'il est méritoire. Donc en fait, tu as ce que tu mérites au final si tu bosses. Donc faut aussi, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que faut bosser sur sa personne, donc sur son ego. C'est un métier qui est super compétitif, mais on n'aime pas les compétiteurs. On n'aime pas les mecs qui parlent que du code, le code le plus productif, le plus court, le plus machin. C'est pas une posture
qui va être professionnellement, elle va pas inspirer confiance professionnellement. On va te pardonner des lacunes techniques, mais on va pas partager ton caractère et ton comportement en équipe, etc. Et il faut pas oublier que c'est un métier d'artisan, donc on va te juger sur qui tu es, ce que tu fais, plus que ce sur quoi tu dis. On est des personnes qui, c'est un artisanat, on fait des choses avec nos mains. Donc tout ça pour te dire qu'il faut choisir ta voie. Et il faut, tu peux choisir d'être expert ou généraliste, mais il faut que tu choisisses l'environnement dans lequel tu veux le devenir. Si tu veux être expert dans un environnement où on te demandera d'être généraliste, tu vas souffrir et tu vas mettre du temps. Et vice-versa, pareil. Si tu vas dans un environnement où on pousse les gens à être experts, à avoir une expertise dans un certain poste, et toi, c'est pas ce qui te plaît, c'est pas ce qui te fait vibrer, t'aimes bien toucher à tout, ça va pas te correspondre. Donc, on a quand même la chance de pouvoir choisir dans nos métiers. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut faire en amont. Et donc, voilà, mon retour d'expérience, si vous pouvez le résumer, c'est vraiment de mettre en garde par rapport à ça. Que voilà, on prépare pas l'indépendance dans les grandes structures, j'ai mis ni à l'évolution en temps de crise. Il faudra en sortir pour en ça. Si tu veux, par exemple, changer de métier ou te retourner rapidement, c'est pas ce à quoi tu seras préparé dans des grandes boîtes. Après, ça peut correspondre à certaines personnes, et je dis bien que c'est un retour d'expérience personnelle, et je suis ouvert à la discussion. Et je terminerai par, si tu évolues dans ce genre de structure intermédiaire, il faut faire attention à l'effet chaman. Alors, je sais pas si vous savez un peu ce que c'est que l'effet chaman, mais l'effet chaman, c'est l'effet de... comment le décrire? C'est qu'un chaman, en fait, des fois, il te donne juste un truc qui te fait du bien à ton ventre, mais à côté de ça, lui, il sait comment ça marche et toi, tu sais pas. Donc, en fait, il va faire le chaman, il va faire des incantations et il va te faire croire qu'il a fait un truc de fou. Et ça guette beaucoup les développeurs dans ce genre de structure où ils sont peu à vraiment maîtriser ce savoir technique. Et donc, en fait, si tu te reposes sur tes acquis et que tu dis que tu vas faire en une semaine quelque chose qui prend 2 jours, ben en fait, tout ce que je viens de dire, tu peux le jeter à la poubelle parce qu'au final, tu vas perdre ton temps dans une structure dans laquelle tu pourrais en gagner. Et il faut pas oublier que le meilleur investissement que tu vas faire, c'est sur toi-même. Donc en fait, si tu n'es plus challengé toi-même, ben en fait, tu vas plus progresser. Donc ne faut pas penser que c'est pas parce que tu es incontournable un jour que le jour où on se rendra compte de ta supercherie, ce sera toujours pareil. Donc voilà, c'était un petit retour d'expérience rapide que je voulais placer un peu. Vous pouvez me retrouver sur les canaux que j'ai mis là, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je suis pas là pour faire de la pub. J'espère que ça vous aura plu et si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Là, ou si vous voulez me contacter après, c'est sans souci. Et je crois que je suis dans les temps et qu'on a à peu près une dizaine de minutes pour les questions. Graven, tu les choisis les questions ou je... Tu me les mets à l'écran ou pas? Alors attends, tu me les mets à l'écran. D'accord, elles sont là. Alors, c'est quoi le projet perso que j'ai fait après mon bootcamp? Eh ben tu vois, moi j'ai pas fait comme ça. Moi j'ai été formé sur du bac. Donc y a beaucoup de choses qu'on dit, je trouve, qui sont très propres au front et au framework full stack, mais front. Quand on fait du full stack JavaScript, c'est encore très lié au front quand même. Parce que c'est très basé sur de l'API, etc. Moi, j'ai été formé sur de l'ingénierie vraiment quasiment bas niveau. Donc là, les projets comptent pas vraiment. Ça va être beaucoup de la théorie et comment en fait comment tu vas te débrouiller au niveau de la théorie et comment tu vas te débrouiller sur les tests techniques. On va te mettre dans des situations réelles, etc. Donc les projets perso n'ont pas vraiment compté pour moi dans mon recrutement. Je te mentirais si je te disais le contraire. J'ai commencé par directement rentrer sur le marché de l'emploi avec mon stage. Dans mon stage, ça a marché, je suis resté. Ça m'a fait une expérience et après, j'ai pu changer. Donc voilà, ça n'a pas... Après, le projet perso, si j'en avais pas, c'était le projet pro, le premier sur lequel j'avais bossé dans mon stage et dans la boîte dans laquelle j'ai été gardé. Je généralise beaucoup les ESN. Il est possible d'avoir l'esprit entrepreneur même en ESN dans son équipe. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je dis, il faut généraliser à un moment donné pour sortir des règles. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai partout.
Et c'est mon avis, et peut-être que quelqu'un vous dira autre chose. C'est quelque chose que moi j'ai observé, et je suis ouvert au fait que d'autres personnes observent autre chose. C'est des retours que j'ai moi, et j'ai pas toutes les connaissances, mais je trouve que c'est plutôt une tendance. Quelle étude j'ai fait? Alors moi j'ai pas été très ami avec les études, j'ai fait une fac de langue étrangère appliquée que j'ai pas terminée, mais qui m'a servi parce que j'ai fait de l'anglais, et j'ai jamais eu aucun problème en anglais, et dans ce boulot c'est du temps que j'avais gagné. Au final, il y a une chose qui est super importante et que j'ai quand même remarqué, c'est que quel que soit le boulot quel que soit le domaine dans lequel tu vas aller, il faut pas masquer tes expériences précédentes. Il faut en faire une force. C'est pas parce que tu es dans le numérique et que tu n'as jamais fait de numérique que tu peux pas dire que, par exemple, moi, il y a une chose qui a toujours bien impacté en entretien d'embauche, c'est que j'avais fait un séjour linguistique en Angleterre. Et ça a toujours impacté parce que c'était validé le fait que je savais parler l'anglais, par exemple. Mais c'est de rien, avec plaisir. C'est vraiment un plaisir pour moi Merci Sébastien. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager. Moi, au bout de combien de temps je l'ai trouvé? En fait, l'AFPA, ils ont un système où, au bout de 6 mois de formation, tu dois trouver 3 mois de stage non rémunéré. Et ce stage-là, ils m'ont fait faire un projet en autonomie pour me tester en fait. Ils m'ont mis sur un projet Android, ils m'ont dit bah voilà, tu te débrouilles. Et comme ça a été concluant, bon, je te dis que voilà, hein, pour rattraper le retard et pour combattre aussi ce syndrome de l'imposteur, je terminais à 20 heures tous les jours pendant 3 mois. Et comme j'ai pu valider ce projet, que j'ai eu le titre ensuite, parce que c'est un titre RNCP là qu'on en délivre maintenant, et ben j'ai été pris par la boîte qui avait des besoins, parce que c'est rare que la boîte te prenne en stage dans des postes comme ça de développement aussi à autant de responsabilités si derrière ils n'ont pas un besoin. Donc là pour le coup je suis resté dans cette boîte, et après j'ai pu changer parce que j'avais l'expérience. Vraiment le plus important pour moi c'est d'avoir l'expérience. Quels sont mes projets futurs? Moi vraiment c'est l'entrepreneuriat qui m'intéresse. Donc là le parcours que je fais à l'heure actuelle, je veux vraiment avoir un choix dans ce parcours pour pouvoir aller... Ah, c'est Wakid d'ailleurs, clin d'œil, très bonne chaîne. C'est vraiment un parcours que je veux créer pour aller vers de l'entrepreneuriat, faire des projets à moi, faire peut-être soit du consulting, soit vraiment monter une solution propre. Mais vraiment avoir cette possibilité de, même si demain je dois travailler avec quelqu'un, employer quelqu'un ou quoi, connaître un minimum le métier qu'il fait. Quelle formation pour débuter? C'est très vague ça. Ça dépend de ce que tu aimes, et ça dépend de... Moi, je peux te faire un retour d'expérience. C'est que moi, quand je suis arrivé, je pensais que l'informatique, c'était les faire des sites web. Et on m'a dit, voilà, c'est grâce à une formation, un truc du conseil général qui m'épaulait aussi pour trouver à ce moment-là, parce que j'avais pris un moment de chômage pour switcher. Bon, et en fait, il m'avait dit, voilà, t'as deux formations. T'as celle-là, elle est bac plus 2, et celle-là, c'est bac plus 4. Moi, j'avais déjà le niveau bac plus 2, j'ai dit, je veux le bac plus 4. C'est comme ça que j'ai choisi. Franchement, donc ça, quelle formation pour débuter? Après, plus tu te formeras, plus tu pourras choisir. En fait, je pense, faut pas réfléchir, faut faire. Faut foncer, quoi.